Creative Museum est heureux de vous présenter une exposition sur les peignes américains à Strass. Durant la deuxième moitié du XIXe siècle, l'image austère de la reine Victoria a fortement marqué le monde anglo-saxon dans son ensemble, notamment en Amérique où la mode s'inspirait de l'Europe. Après la mort du prince Albert, l'époux de Victoria, la tonalité vestimentaire dominante devient le noir. Pour les femmes, la bienséance impose les cheveux longs relevés en chignon et maintenus par un peigne, que l'on appellera naturellement peigne victorien. Généralement en écaille, ce peigne est de taille assez modeste, 13 cm de haut environ, avec pour seule fantaisie un décor d'arabesque. Il peut tout au plus avoir des motifs floraux, mais il est encore loin d'être un accessoire ostentatoire. Pour les soirées mondaines, l'éclat discret d'un peigne en argent distingue la femme de qualité qui sait marier la modestie à l'élégance. Après janvier 1901, date de la mort de la reine Victoria, la société jusqu'ici corsetée perd de sa raideur pour s'ouvrir à plus d'insouciance et de frivolité. Cela se voit aussi bien à la coiffure qu'aux vêtements. Aux États-Unis, les femmes veulent maintenant davantage de fantaisie dans leur toilette et recherchent autre chose qu'un bijou que seuls les plus aisés peuvent encore s'offrir chez leur joaillier. Nous sommes donc au tout début du XXe siècle. Une classe moyenne se développe et le marché de l'accessoire de beauté doit répondre à ses désirs. C'est l'utilisation du celluloïd, première matière plastique brevetée en 1873, qui va permettre la démocratisation du peigne d'ornement. C'est un matériau malléable dont on peut changer l'aspect et la couleur par le simple ajout de substances chimiques. Et les ingénieurs ne manqueront pas d'en explorer toutes les possibilités. Au départ, on lui demande seulement d'imiter les matériaux naturels comme l'écaille ou la corne, ou bien encore l'ivoire. Mais très vite, l'inventivité des créateurs en fera une matière travaillée pour elle-même et non plus destinée aux imitations. Une ville concentre à elle seule à cette époque la fabrication des peignes de masse. C'est Leominster, dans l'État du Massachusetts. La femme américaine affirme maintenant sa féminité de façon plus évidente. Dans le même temps, elle revendique aussi le droit de vote et l'obtient dans les années 1910. Le peigne de celluloïd sera un des signes visibles de ce désir d'émancipation. Dès lors, et pour répondre à ces attentes, on n'hésite pas à en augmenter la taille et à en varier les formes, le celluloïd se découpant très facilement. Autre problème dans ce mouvement de démocratisation du bijou, les pierres précieuses, trop chères, mais pourtant indispensables lors de soirées mondaines ou en sortie à l'opéra. Les fabricants de peignes se tournent alors vers le cristal. Taillé comme une pierre précieuse et enrichi d'oxyde métallique, il peut rivaliser avec les améthystes, les émeraudes, les rubis ou même les diamants. En France, ce cristal taillé est connu sous le nom de simili ou encore de Strass, du nom du joaillier strasbourgeois Georges Strass, qui avait mis au point ce procédé dès le XVIIIe siècle. Tous les éléments sont maintenant réunis pour que le peigne américain soit beau et abordable. Constellé de strass et brillant de mille feux, il acquiert une spécificité propre. Son développement et son succès dureront plus de 20 ans. Très bien proportionné, plein de fantaisie au niveau des couleurs, il offre une variété infinie de modèles et d'ornementations. La forme la plus répandue est celle de l'éventail. Elle est déclinée ici avec raffinement, sobriété et élégance. La voici encore dans une version grand soir, étincelante de reflets multiples. Le peigne fait absolument partie de la coiffure à laquelle il apporte une touche indispensable.
Il est maintenant devenu un bijou à part entière. Tout comme lui, il sait capter la lumière et le regard. Par sa beauté, il peut même évoquer les vitraux d'une cathédrale gothique. L'addition de substances dans le celluloïd permet des effets scintillants proches de l'or, qui font merveille sur un décor peu chargé ou un design résolument art déco. On attend d'un peigne un effet visuel évident qui frappe le regard. La manière de le placer dans la coiffure est bien sûr déterminante. On doit pouvoir en apprécier toutes les richesses ornementales et reconnaître ainsi le goût ou l'audace de la femme qui le porte. À cette époque intermédiaire entre tradition et modernité, les cheveux restent longs, mais sont coiffés en rouleau ou en chignon assez bas sur la nuque, préfigurant ainsi les coiffures courtes. Certains peignes ont parfois des dents articulées de telle sorte qu'ils peuvent se placer en diadème sur le front, ou simplement maintenir un chignon, ou encore fixer des boucles. Il n'y a pas de règle précise sur la manière de porter cet accessoire de coiffure. Les dames manifestent leur personnalité à leur façon de le positionner dans leur chevelure. Ce sont les qualités ornementales de l'objet qui comptent, ses capacités à prendre des reflets différents selon la lumière. Le peigne de celluloïd, par son coût modeste, offre aux femmes la possibilité d'en acquérir plusieurs. Selon les occasions de sortie, on pourra arborer sans complexe un peigne au rouge tapageur ou un modèle plus discret avec des tons pastels et des lignes délicates. Porter le peigne sur le côté, à l'espagnol, semble être le moyen le plus efficace de le mettre en valeur. L'imagination des créateurs s'appuie sur les ressources technologiques du celluloïd pour en tirer des effets artistiques, comme ce moiré rose, ou ce modèle aux moirures turquoises. Un pavage de faux diamants produit des éclats de lumière éblouissants, quelle qu'en soit l'orientation. De même, le chatoiement de vert et de bleu produit le plus bel effet sur une base noire. La mode est à la mise en pli à frisure très serrée. Un accessoire ornemental sera le bienvenu pour alléger cet aspect compact. Un décor en transparence, comme cette belle grecque rouge, peut remplir ce rôle. Ou une couronne romantique, plus discrète, mais pleine de légèreté. Ou mieux encore, un motif très découpé, souligné de bleu, qui apporte par sa dentelle une touche de féerie. Pour attirer à coup sûr le regard, rien ne vaut un motif égyptien, très à la mode, comme ce pharaon particulièrement fantaisiste. Paulette Duval, actrice des années 20, pousse l'audace jusqu'à porter 2 peignes à la fois. Ils ne sont pas nécessairement identiques, l'harmonie des formes et des couleurs suffit. Par exemple, ce modèle aux tiges ponctuées de strass rouge pourra s'accorder avec celui-ci, souligné de noir. Un tracé à angles aigus mais aux courbes gracieuses, qui évolue dans une structure triple, fera écho à un motif en chapeau d'arlequin. Couleurs vives et textures nacrées sont recherchées, car elles peuvent se passer d'application de strass tout en prenant parfaitement la lumière. Voici une version nacrée bleu turquoise. Quand les strass sont présents,
Ils sont presque toujours posés sur une surface peinte de la même couleur, ce qui en renforce la tonalité. Un support clair et même transparent était prisé, car il permettait de mettre le décor en valeur en faisant un peu oublier les dents, forcément moins esthétique. Pour toutes ces raisons, les gravures de mode de l'époque proposent une image de la femme chic, toujours coiffée d'un peigne à strass. Cet élément indispensable atteint parfois des sommets de complexité, comme ce peigne jaune d'or. Un gros plan permet d'en apprécier le détail. Les fleurs colorées de peinture noire et soulignées de strass de même ton prennent un relief tout particulier sur des camailleux de jaune et d'orangé. Comme nous l'avons vu précédemment avec les fleurs noires, les formes figuratives subissent une stylisation forte. Cette splendide feuille à entrelacs accentués de mauve en est un bon exemple. Féerie, magnificence, finesse, tels sont les mots qui évoquent le mieux cette pièce. Plus rarement, on pourra trouver une scène particulière, comme cette allusion à la fable d'Ésope, le corbeau et le renard. Ici se trouvent réunis tous les principes décoratifs que nous avons rencontrés. Une base translucide, des strass multicolores appliquées sur des zones préalablement peintes, et une structure soulignée de doré se conjuguent pour créer un maximum d'effets. Lorsque le veuvage vient mettre fin à cette débauche de couleurs, le peigne redevient plus sage. On tolère cependant un léger brillant ton sur ton. Chez les femmes qui ont une vie sociale, il reste élégant et suit la mode. Pour preuve, ce modèle au remarquable drapé art déco, avec un relief en trompe-l'œil. La couleur bleue s'invite ici discrètement sur un design surprenant d'originalité. D'un esprit plus traditionnel, cette pièce tire son éclat des lignes de strass vert. Des clips amovibles peuvent, selon les circonstances, venir rehausser un motif un peu uniforme. Le papillon, éclairé ici de strass rouge, reste par sa légèreté une image incontournable de la féminité. Le peigne est donc un allié sûr de beauté, et les actrices l'ont très bien compris. Même si les matériaux qui entrent dans sa fabrication ne sont pas nobles, le soin apporté à sa réalisation est le même que celui donné à un bijou. Il y a en amont des créateurs débordants de talent, soucieux d'innover dans les formes, les couleurs et les enrichissements. Le produit doit être abordable, mais séduisant, et le design n'est jamais sacrifié à la production en nombre. La finition est parfaite, et les couleurs, comme les strass, n'ont avec le temps rien perdu de leur éclat. Qui peut penser qu'un siècle nous sépare de ces créations éblouissantes? Elles pourraient, aujourd'hui encore, lors d'une soirée, apporter beauté et sophistication à une coiffure. Ces peignes flamboyants ont connu un développement jusque vers 1925-1930. Leur apogée se situe autour de l'année 1915. Maintenant devenus très rares, ils sont recherchés comme témoins d'une période où le souci esthétique concernant la coiffure était primordial. Ils marquent une époque où les progrès technologiques ont participé au rêve américain de réussite sociale, qui permet qu'un objet s'achète et se change au gré des modes et des envies. La raideur de l'apparence des femmes de l'époque victorienne est révolue et le glamour hollywoodien apparaît, porté par ce courant de fantaisie que nous avons découvert au cours de cette exposition.
Mais les modes s'enchaînent. Un jour fatal de 1921, Irene Castle, danseuse de ragtime très connue à l'époque, lance la coupe à la garçonne. Elle porte ainsi un coup mortel au peigne à strass et en condamne aussi toute l'industrie, si florissante jusque-là. Après Irene Castle, l'actrice Louise Brooks coupera plus radicalement encore ses cheveux. Beaucoup la suivront. Et c'est ainsi que s'éteindront les feux multiples de ces étincelantes parures. Celles qui ont survécu sont d'autant plus précieuses aujourd'hui, et leur capacité à nous éblouir reste intacte.